Bon, ben, chapitre 11. Je vais essayer quelque chose. Chapitre 11. Ouais, bon, c'est pas tout le temps des bonnes idées. Hein. Chapitre XI. Manuel avait entrepris les habitants, l'un après l'autre. Pendant des années, la haine avait été pour eux une habitude. Elle avait donné un objet et une cible à leur colère impuissante contre les éléments. Mais Manuel avait traduit en bon créole le langage exigeant de la plaine assoiffée. La plaine des plantes, les promesses et tous les mirages de l'eau. Il les avait promenés d'avance à travers les récoltes. Leurs yeux brillaient rien qu'à l'entendre. Seulement, il y avait une condition. C'était la réconciliation. Et qu'est-ce que ça leur coûtait? Un geste à faire. Quelques pas comme pour enjamber un pont, et on laissait entre soi les mauvais jours de la misère. Les mauvais jours de misère. On entrait dans l'abondance. Hein? Compère, que dis-tu? L'autre, pieds nus dans la poussière, les hardes déchirées, amaigries et affamées, écoutait en silence. C'est vrai qu'on était fatigué de cette vieille histoire. À quoi ça servait à la fin des fins? Si on faisait chanter une messe en même temps pour Délira et Sauveur, pour le repos de leur âme. Pour Dorsica et Sauveur, désolé, pour le repos de leur âme, ça les réconcilierait eux aussi dans la tombe et ils laisseraient les vivants tranquilles. Parce que c'est ennuyant, les morts mécontents. C'est même dangereux. Ce qui était sûr et certain, c'est qu'on ne pouvait pas se laisser périr. Alors, c'est comme ça. On est d'accord. Mais qui ira parler aux autres? Moi, répondait Manuel. Les autres s'étaient réunis chez Larivoire. La nouvelle était grave. Elle demandait conseil. Larivoire caressait les quelques poils de sa barbe de bouc. Son regard était calme et rusé, sa bouche prudente. Ce qu'il voyait, il le mesurait. Ce qu'il disait, il l'avait d'abord pesé d'après le pour et le contre. Son grand âge lui avait enseigné cette sagesse, car la querelle sanglante qui divisait Font-Rouge, il n'y avait pris parti que par des raisons de parenté, mais il l'avait fait avec modération, se gardant d'exciter les esprits, les apaisant au besoin. Sa parole était écoutée et respectée. Son avis avait la valeur d'une sentence. Comme quoi, il va avoir de l'eau, fit Moléon, un autre avec un nom étrange. Il n'en dit pas plus. Son regard alla au-delà de la grande route, vers son champ accablé de soleil. Il devait 15 piastres à Florentine. Hilarion réclamait en paiement sa jument baie. Une si bonne bête et qui en valait 4 fois plus. Et Sia, sa femme, couchée avec cette fièvre qui la rongeait, et toutes les médecines n'avaient servi à rien pour l'arrêter. Dorméus prétendait qu'un malfaisant avait jeté un sort sur elle. Il demandait une quantité d'argent pour l'en débarrasser. Le rapace. Oui, on avait son compte de traquant, on pouvait le dire. Le soleil traversait les feuilles de palmier qui couvraient la tonnelle et dessinait sur le sol une natte rayée. Une bouteille de clairin et des godets émaillés étaient posés sur la table mal rabotée. Des godets, hein, pas des gars de Michel. Faut pas mélanger les deux. C'est certainement pas la même chose. Périlis se servit, versa quelques gouttes par terre et s'envola le reste d'une seule rassade. « Savoir si c'est vrai, demanda-t-il. Lucia sa bouche du revers de la main. Oui, répéta-t-il. Savoir si la nouvelle est vraie. Larivoire bascula sa chaise en arrière, l'appuyant du dossier contre un poteau de la tonnelle. Il plissa les paupières. Sur la savane, la lumière faisait une danse d'aiguilles chauffées à blanc. C'était insupportable. La menterie, dit-il, c'est comme de l'argent placé à intérêt. Faut que ça rapporte. Quel intérêt ce Manuel aurait à mentir? Quel bénéfice ça lui apporterait? Alors ils vont pouvoir arroser leur jardin, soupira mon fils. Et nous autres, nous resterons à les regarder, le bec fin, le bec sec, fit Ismaël. Accroupi sur ses talons, Gervilain ne disait rien. Ses petits yeux enfoncés sous l'abri des sourcils couvaient un feu inquiétant. Ils ont de la chance, les maudits, murmura Josaphat. Il venait de se placer à une jeune négresse de Mahotière.
Depuis 2 jours, il ne vivait que de biscuits rassis trempés dans un peu de sirop. Elle ne se plaignait pas, Mariana, mais elle était silencieuse comme une ombre. C'était pire que tous les reproches. Non, cria Nérestan. Il battit son poing de toutes ses forces sur la table. Je dis non. Sa poitrine épaisse haletait. La sueur baignait sa face. Non, quoi demande la Rivoire, tirant sur les poils de sa barbe. Nérestan se rassit. Les discours, ça n'avait jamais été son fort. De là, sa violence de taureau sauvage. Ce qu'il ne pouvait expliquer avec des mots, il le mettait sur le nez avec son poing. Ses mains étaient comme les battoirs à lessive, capables de bleuir un homme sans indigo. Il y eut un silence. Le coq de combat de la Rivoire battit ses ailes couleur de cannelle et chanta. D'autres coqs au fond des cours environnantes lui répondirent. Plutôt quitter Font-Rouge, dit Josaphat, que de rester à les regarder jouir de la vie pendant que nous autres, nous continuerons à manger de la misère. Tu vas donc aller sur les grands chemins demander la charité de porte en porte? Ricana Louis Simé Jean-Pierre. Mon jardin donnait 35 de maïs bien comptés, dit Ismaël. Quant aux patates, ils en avaient assez pour engraisser les cochons. La terre est toujours là, une bonne terre qui n'attend qu'un peu d'eau. Depuis combien de saisons la pluie n'est pas tombée, je me demande. Tout ça, c'est des causeries inutiles. C'est des causeries inutiles, l'interrompit Moléon. Qu'est-ce que nous allons faire? Il n'y a rien à faire, dit Josaphat, haussant les épaules avec découragement. Est-ce que vous êtes des hommes ou des chiens? Gervillain avait bondi. La grande rage le secouait. Ses yeux lançaient des étincelles dans le charbon de sa face. Un peu d'écume blanchissait sa bouche. Assis là, comme des vieilles femmes, à égrener le chapelet de leur misère. Pas un seul nègre vaillant parmi nous. Il cracha avec mépris. Bande de capons! Je viens d'apprendre une nouvelle insulte. Nérestan se leva. Il dominait Gervillain d'une taille. Tu n'as pas le droit non plus. Tu n'as pas le droit. Non, pas le droit, bégaya-t-il. Chita! Gueula Gervillain. Chita, assis-toi. À l'étonnement des autres, Nérestan obéit. Il se délançait sur sa chaise comme un ours, la tête entrée dans les épaules. Je vais vous dire ce que nous allons faire. La voix de Gervillain était maintenant âpre et grinçante comme une râpe. Les mots passaient avec effort entre ses dents serrées. Nous prendrons l'eau. Nous la prendrons de force. Parlez-moi de ça, garçon, exulta Nérestan. Un tumulte s'éleva. Chacun voulait se faire entendre. Des femmes sortirent devant leur barrière pour voir ce qui se passait. La Rivoire leva les bras. Je parie, dit-il. Je parle, dit-il. Ils attendirent que le vacarme s'apaisa. Je parle, et vous ferez bien de m'écouter si vous voulez éviter un malheur. Toi, Gervillain, tu as hérité du défunt d'Orsican un sang trop chaud. C'est pour te faire un reproche. Mais depuis que tu es un jeune bougre, tu montrais déjà ce caractère. Ma commère Miramise, ta maman, aurait dû se fustiller, mais le macaque ne trouve jamais que son petit ailé. Sois dit sans te fâcher. Tu parles de prendre l'eau de force, mais la force reste toujours à la loi. Vous finirez tous en prison. Il y a une autre nouvelle, et elle est d'importance. Anaïs est venue voir madame, pas plus tard que ce matin. Au nom d'Anaïs, Gervillain tressaillit de tout le corps, et ses traits se figèrent comme taillés dans une roche noire. Elle est donc venue, Anaïs, et paraît que, d'après ce qu'elle a entendu, il faudrait pour amener l'eau jusqu'à la plaine un kumbit de tous les habitants de Font-Rouge, parce que c'est une grosse corvée, un travail trop difficile que les gens de Manuel ne pourraient pas réussir pour leur propre compte. Alors, s'il n'y a pas de réconciliation, l'eau restera là où elle est, forcément. Gervillain éclata de rire. Son rire était effrayant à entendre. Et c'était comme si on déchirait une feuille de tôle rouillée. Mais est-ce que vous ne voyez pas, cria-t-il, que Manuel et Anaïs, c'est des complices? Attention, dit Gilles, tu parles de ma sœur. Ferme ta gueule, imbécile, hurla Gervillain. Cousin, dit Gilles, d'une voix lente et comme endormie. Sa main saisit brusquement la poignée de sa machette. Est-ce que vous êtes fous? La Rivoire s'était jetée entre eux. Nègre sans respect. Ah, nègre malédictionné. Malédictionné, autant pour moi. Vous voulez donc faire couler le sang dans ma cause sans considération pour mes cheveux blancs? Excusez, dit Gilles, c'est lui qui a injurié ma sœur. J'ai dit la vérité, répliqua Gervillain. Et si elle a un goût de sang, la vérité, tant pis 3 fois. Toi, Gervillain, mets-toi là. Gilles, chita icite, commanda la Rivoire.
Il se tourna vers les habitants. Vos oreilles ont entendu. Que dites-vous? Frère, cria Gervillain, on veut vous acheter. On veut troquer votre conscience contre un peu d'eau. Paix, donc, dit Larivoire. Laissez parler les autres, mais les habitants se taisaient. Ils sentaient sur leur visage le regard de Gervillain ronger son chemin jusqu'au fond de leurs pensées. L'eau, son sillage ensoleillé dans la plaine, son clapotis sur le canal du jardin, son bruissement lorsque dans sa course, elle rencontre des chevelures d'herbe, le reflet délayé du ciel, mêlé à l'image fuyante des roseaux, les négresses remplissant à la source les calebasses ruisselantes et les cruches d'argile rouge, le chant des lessiveuses, les terres gorgées, les autres récoltes mûrissantes. Il se débattait comme contre la tentation. C'est de demande réflexion, murmura Ismaël. Il y a des nègres, c'est sans sentiment, comme les chiens, dit Gervillain, amèrement. Ismaël ne répondit pas. 30 sacs de maïs, songea-t-il, et les patates, les vivres. Et les autres habitants calculaient aussi le rendement possible de leurs champs et faisaient des projets et escomptaient l'avenir. Mais ils n'osaient rien dire. La présence de Gervillain les gênait. Il était campé au milieu d'eux. Son regard courait de l'un à l'autre comme un froid furieux. Larivoire se rendit compte de leur irrésolution. Bon, rien ne presse. Au contraire, il faudra examiner cette question à tête reposée. Demain, si Dieu veut, nous nous réunirons pour prendre une décision. Les habitants se levèrent. Farouche Gervillain partit le premier sans saluer personne, pas même Larivoire. À la barrière, Nérestan le rejoignit, et avec cette voix humble que prennent les géants pour parler au petit homme qui leur en impose. Compère Gervillain, j'ai quelque chose à te dire. La merde, répondit l'autre, sans se retourner.